Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre « À la rencontre des astéroïdes » chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Nous poursuivons avec ce troisième podcast notre série sur l'astéroïde Apophis en compagnie du docteur Patrick Michel. Dans le précédent épisode, nous avons compris que les humains s'organisent afin d'apporter une réponse au risque d'impact géocroiseur. Maintenant, dans ce troisième épisode, je souhaite aborder ce que représente en termes d'opportunité le passage d'Apophis, un géocroiseur, au plus près de la Terre. Patrick Michel, qu'entendez-vous par opportunité ? Alors en fait, j'entends par opportunité le fait que Apophis va passer à moins de 32 000 km de la Terre. Il fait 340 mètres de diamètre et il va être visible, en tous les cas sa lumière, pas plus de 2 milliards de personnes situées en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord. Et donc c'est une opportunité parce que ceci se produit qu'une fois tous les millénaires. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette opportunité ? C'est ça la vraie question. Et eh bien, on veut essayer de comprendre ce qui se passe quand un objet de la taille d'Apophis passe aussi près de la Terre, comment les forces de marée produites par la Terre peuvent potentiellement changer ses propriétés. Alors pourquoi est-ce que ça c'est possible ? Eh bien, c'est parce que en fait, plus un corps passe près d'une planète, plus il est soumis à la force de gravitation de cette planète. Simplement, cette force de gravitation, elle varie lors du passage, puisqu'elle dépend de la distance de l'objet à la planète. Et donc, quand il s'approche, les forces de gravitation augmentent, et puis il va passer, et elles vont diminuer. Et du coup, comme d'ailleurs les forces de marée sur Terre, qui sont ressenties par nos océans, font bouger les océans terrestres, eh bien, ces forces de marée, cette fois-ci exercées par la Terre sur l'astéroïde, peuvent changer ses propriétés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est justement ce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'éventuellement, il pourrait changer de forme ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des mouvements de surface ? Est-ce que son intérieur pourrait être restructuré ? Est-ce que ça peut produire des avalanches ? Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que les missions spatiales récentes nous ont montré que ces astéroïdes répondent de manière très contre-intuitive aux forces externes qu'on leur fait subir. Et jusqu'à maintenant, les forces externes que l'on a observées, c'est des opérations de récolte d'échantillons, donc on a provoqué nous-mêmes, des impacts. Alors on a eu les missions Osiris-Rex de la NASA et Hayabusa 2 de la JAXA qui ont interagi avec 2 astéroïdes pour récolter des échantillons et on a pu mesurer leurs réactions. On a eu aussi un impact effectué par la mission Hayabusa 2 de la JAXA et par la mission DART de la NASA qui a dévié un astéroïde. Et à nouveau, on a pu mesurer comment ces objets ont répondu. Cette fois-ci, dans le cas d'Apophis, c'est extraordinaire puisque la nature va faire le travail pour nous. Les forces sont exercées par elles-mêmes. Et oui. Donc on va observer pour la première fois un phénomène naturel de perturbation d'un objet céleste. Et c'est pourquoi c'est très très intéressant parce que ça nous permet de comprendre comment ces corps sont changés naturellement par les processus auxquels ils sont soumis. Très bien, mais concrètement, quelles recherches sont actuellement menées ? Alors, les recherches qu'on mène actuellement, c'est déjà de sortir des observations précédentes d'Apophis. Quelles sont ses propriétés actuelles ? On a par exemple les radars terrestres qui ont pu observer Apophis avec un avantage par rapport au télescope optique qu'avec un radar, pour des raisons un peu compliquées à expliquer, mais on peut avoir un modèle de forme un peu mieux informé que les modèles de forme fournis par les courbes de lumière, ce que l'on fait typiquement avec les télescopes optiques. Et ce modèle de forme fourni par les radars nous dit qu'on a affaire à un objet qui a presque une forme de corps fait de 2 lobes rocheux en contact l'un avec l'autre. Alors, c'est pas clair. Soit c'est une sorte de patatoïde fait avec, on va dire, 2 montagnes, ou alors c'est vraiment ce qu'on appelle un binaire en contact, c'est-à-dire un astéroïde qui est fait de 2 roches
liées entre elles par leur propre attraction. C'est une forme qu'on retrouve assez fréquemment, en fait. Alors, c'est une forme qu'on a déjà trouvée pour, par exemple, la comète Chury, qui a été visitée par la sonde Rosetta. Elle a cette forme bilobée. On voit bien qu'on a deux lobes qui sont liés par un cou. Et on ne sait pas bien, d'ailleurs, si ces deux lobes sont liés par une structure ou simplement maintenus ensemble par la gravité. On a d'autres modèles de forme d'astéroïdes qui nous disent que ces binaires en contact existent. Alors, on a même une image d'un astéroïde qui s'appelle Toutatis, qui a été découvert d'ailleurs à l'Observatoire de Nice, sur le plateau de Calerne, en fait, et qui a été survolé par une sonde chinoise et qui nous montre cette forme bilobée. Là, on a deux corps de quelques kilomètres de diamètre qui sont simplement liés entre eux par la gravité. Est-ce que c'est le cas d'Apophis ? C'est ce qu'on ne sait pas. Et donc, ce qu'on fait actuellement, c'est des simulations de passage d'Apophis près de la Terre en supposant différentes structures pour voir dans quelles conditions on peut trouver des changements de forme, des avalanches, etc. Alors, c'est des simulations assez complexes, mais c'est ce qu'on cherche à faire. C'est est-ce que vraiment, en faisant varier les paramètres, on trouve des possibilités qu'ils soient déformés complètement. D'après les simulations actuelles, c'est pas vraiment ce qu'on va trouver. On va pas y avoir de déformation globale parce qu'il passe pas assez près. Son axe de rotation, c'est-à-dire la direction dans laquelle il tourne sur lui-même, pourrait changer en revanche. Et peut-être aussi, il pourrait y avoir des mouvements de surface selon les pentes qu'il y a à la surface que les modèles de forme ne nous permettent pas de connaître avec précision. Donc on fait varier tout ça pour voir dans quelle position, dans quelles conditions on peut avoir des changements. On a une limite qui s'appelle en théorie la limite de Roche, qui nous dit à quelle distance un corps est détruit par les effets de marée. Et Roche, au XIXe siècle, a calculé, ça se calcule directement avec une belle formule, quelle est la limite dans le cas d'un corps fluide. Donc dans le cas d'un fluide, mais les astéroïdes ne sont pas des fluides. Effectivement, et donc c'est Monsieur Roche, n'a rien à voir avec la roche concrètement. Oui, alors c'est d'ailleurs étonnant qu'il s'appelle Roche. Effectivement. Et qu'il ait fait cette limite pour des roches qui en fait n'en sont pas, puisqu'il l'a fait dans le cas d'un fluide, parce que dans le cas d'un fluide, ça se résout analytiquement, c'est-à-dire à la main. Très bien, surprenant. Oui, et d'ailleurs, nous avons voulu pousser plus loin les calculs, justement, puisque contrairement à Roche, qui avait fait ce calcul de la limite à laquelle un corps peut passer près d'une planète sans être détruit dans le cas d'un fluide, eh bien, avec un collègue américain, le professeur Keith Holzapfel de l'université de Washington à Seattle, eh bien, en 2006 et en 2008, nous avons publié 2 articles qui ont refait le calcul de cette limite, cette fois-ci pour des roches. Alors, dans notre premier calcul, on a supposé des roches qui n'ont pas de cohésion, un petit peu comme si on prenait un tas de sable qu'on mettait ensemble dont les grains ne se collent pas entre eux. Ils sont simplement maintenus ensemble par leur propre attraction. Et dans ce cas-là, les calculs peuvent aussi être résolus. Alors, à la main, pas vraiment, parce que c'est très compliqué. On utilise un logiciel qui s'appelle Mathematica qui nous aide à trouver les solutions. Mais en réalité, si on était patient, on pourrait y arriver à la main. Et on l'a fait ensuite en supposant qu'il y avait de la cohésion, donc de la résistance mécanique à l'intérieur de la roche. Évidemment, plus le corps est résistant, plus il peut passer près d'une planète. Mais dans tous les cas, ce qu'on a trouvé, c'est que à la distance d'Apophis de la Terre, eh bien, Apophis ne peut pas être détruit par les forces de marée. La limite de Roche dans le cas d'un objet comme Apophis est bien inférieure à la distance à laquelle passe Apophis. Donc cette opportunité qu'il nous offre est une opportunité qui nous permet d'observer des petites perturbations, mais pas une destruction totale. Concrètement, donc, à la différence d'un vulcanologue qui a toujours une éruption, surtout islandaise, sous la main, c'est vrai qu'un tel passage d'un objet de la taille d'Apophis aussi près de la Terre, ce n'est qu'une fois tous les millénaires, Patrick Michel. Absolument, et c'est du coup vraiment pour ça qu'on cherche à faire quelque chose, parce qu'en fait, c'est une opportunité qui est à la fois scientifique, comprendre comment un objet soumis à des forces naturelles externes répond, une opportunité en termes de défense planétaire, parce que justement, le comportement de ces objets, la façon dont ils répondent à des sollicitations externes, eh ben, ça fait partie aussi des objectifs de la défense planétaire, cette compréhension, parce que si on veut dévier un corps, il faut savoir comment il réagit. Et puis, un aspect grand public,
parce qu'étant donné que 2 milliards de personnes vont pouvoir voir à l'œil nu la lumière de cet astéroïde, on veut évidemment organiser des événements dans le monde entier, enfin là où il sera visible, et puis même tout au long de l'année, puisqu'on propose que l'année 2029, on le propose à l'ONU sur l'année mondiale de la défense planétaire et des astéroïdes. Donc il y a un aspect aussi inspiration du public qui va pouvoir observer ça et on va pouvoir le sensibiliser à cette thématique, lui faire comprendre l'intérêt d'étudier les astéroïdes à la fois scientifique et en termes de défense planétaire. Très bien, très bien. C'est vrai que j'adorerais pouvoir vous voir passer Apophis dans le ciel de Nice, tout en ayant sur mon smartphone une vidéo en direct d'un instrument en train de regarder bouger le sol d'Apophis. Ça serait vraiment génial, en fait. Mais pour ça, il nous faut une mission qui va voir Apophis à ce moment-là. Eh oui. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans un 4e épisode où nous parlerons des différents projets donc, de missions spatiales à l'étude vers Apophis.